Alors tu utilises probablement l'IA dans tes projets, ChatGPT, Claude, V0 et peut-être même Cursor et j'en passe. Et comme tu le sais probablement, ça te fait gagner un temps fou. Mais parfois aussi, ça peut te rendre complètement fou. Je veux dire, l'IA peut tourner en rond et parfois l'IA peut te faire perdre plus de temps que tu n'engages. Je veux dire, à force de faire des prompts, elle finit par perdre les pédales et de générer du code de plus en plus incohérent. Il m'est même arrivé parfois de perdre du code qui fonctionnait très bien juste parce que l'IA s'est emmêlée les pinceaux, elle est partie un petit peu en vrille et elle m'a fait perdre du code qui fonctionnait. Alors pourquoi l'IA part en vrille? Alors il faut bien comprendre qu'un système de LLM, c'est un système qui fonctionne par itération. Je veux dire, l'IA fonctionne par itération sur les questions et les réponses précédentes. C'est pour ça qu'ils ont appelé d'ailleurs, je pense, V0, parce qu'à la base, on part d'une V0 et puis après, on itère V1, V2, etc. et on arrive à quelque chose. Eh bien, si ton point de départ est bancal, eh bien, chaque réponse devient de plus en plus chaotique. Résultat, eh bien, tu perds un temps fou à essayer de corriger, eh bien, les erreurs que l'IA a elle-même introduite. Eh bien, dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais te montrer comment coder efficacement avec l'IA. Je vais te montrer dans un premier temps, eh bien, ma technique que j'ai appelée la technique de l'entonnoir pour guider l'IA au lieu de subir l'IA. Je vais te présenter aussi mes meilleures stratégies pour éviter les pièges et maximiser ta productivité. Et enfin, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit bonus, des petites astuces en fait pour les développeurs qui développent avec Cursor. Alors avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification parce que je partage régulièrement du contenu pour les personnes qui veulent apprendre le code, devenir développeur, devenir freelance, monter des SaaS, etc. Bref, vivre grâce au code. Alors, depuis que je suis sur LinkedIn, là ça fait un petit moment que je suis sur LinkedIn et j'envoie des tips ChatGPT à tout va. Je veux dire des tips, il y en a partout. Récupère les 20 conseils pour développeurs, les meilleurs prompts pour ceci et cela. Bref, tous ces conseils ChatGPT sont générés par ChatGPT et j'ai l'impression qu'ils ne partent pas vraiment d'une base concrète, qui part pas de quelque chose sur le terrain. Dire moi, ça fait des années maintenant que je commence à intégrer l'IA dans mon quotidien. Eh bien, je dois avoir peut-être plus d'une dizaine d'abonnements à V0, à Claude, à ChatGPT, j'en ai plein, à Cursor, etc. Eh bien, je paye parce que clairement, ça me fait gagner un temps fou, comme je te l'ai dit. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai pu affiner mon workflow de travail avec l'IA, car autant, je veux dire, l'IA peut te faire gagner un temps fou, mais si tu as un workflow qui est dégueulasse, eh bien parfois tu peux en fait travailler pour rien et tout ce que tu as fait peut terminer à la poubelle si tu maîtrises pas en fait l'IA correctement. Et bien ici, ce que je vais faire, je vais te donner mes conseils concrets, les conseils qui viennent du terrain, pas des conseils ChatGPT. D'ailleurs, si tu utilises des techniques toi aussi un petit peu particulières, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresse de savoir un petit peu comment les gens travaillent avec l'IA. C'est toujours intéressant. Dans mon cas, je te disais, j'utilise une technique qui s'appelle la technique de l'entonnoir. Je vais te présenter ça, le tunnel. Eh bien, je vais te le présenter maintenant. Alors, avant de commencer tout de suite avec le système de l'entonnoir, il faut peut-être que tu comprennes que avant de démarrer quelque chose avec l'IA, il faut que tu te fasses petite conversation draft que j'appelle un brouillon comme ça avec l'IA où ça te permet en fait, c'est pas pour l'IA, c'est pas pour lui donner des instructions, c'est même voué à être effacé, supprimé, etc. L'idée c'est pas de donner des instructions à l'IA, c'est de clarifier les choses dans ta tête, c'est de clarifier ce que tu veux faire. Moi, c'est un conseil que je donnais même à l'époque quand il n'y avait pas d'IA à des développeurs. Je leur disais avant de partir, de te jeter dans le code, nous on est là, on a envie de coder tout de suite. Et après, on sait pas trop ce qu'on fait. Eh bien, je dis toujours, on pose les choses, on clarifie les choses dans nos têtes et après, on peut se lancer dans le projet. Et bien là, c'est la même chose. Avant de rentrer dans le tunnel que je vais te présenter, eh bien, pose les choses, fais une petite conversation. L'idée, c'est de se dire que si c'est pas clair pour toi, eh bien, ça sera pas clair pour l'IA et donc ça va être la galère assurée. Quand c'est clair pour toi, quand tu connais les tenants et les aboutissants, eh bien, tu peux enfin te dire je démarre mon projet, je rentre dans le tunnel, dans l'entonnoir que je vais te présenter maintenant. Alors, tu vois ce que c'est un entonnoir? Un entonnoir, c'est en forme de V comme ça, tu fais rentrer des choses, c'est large à la base, puis à la fin, eh bien, il y a une petite sortie et ça permet de faire rentrer les choses dans un entonnoir, ça se réduit en fait de plus en plus. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de commencer large, mais de coder fin
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je vois beaucoup de développeurs qui font cette erreur, c'est qu'ils codent large, ou du moins ils donnent des instructions pour coder large. Là où la technique de l'entonnoir, c'est justement l'inverse. C'est de donner du contexte large, mais de coder finement. Je vais te donner des exemples concrets. Il faut surtout pas que tu commences par dire à ton IA, tiens, code-moi un site de compléments alimentaires. Ou, alors c'est peut-être un peu générique, tu vas me dire, ouais, je demande pas ça à l'IA, mais ou même en termes de fonctionnalité, développe-moi une fonctionnalité d'envoi d'email. Je veux dire, sans contexte, en fait, l'IA va partir sur des hypothèses absurdes et va te générer n'importe quoi ou des choses qui sont différentes de ce que tu attends. Et après, tu vas devoir itérer sur quelque chose qui est pas terrible pour qu'il aille vers ce que tu attends. Donc, c'est un petit peu bordélique. Donc, moi, ce que je te propose, c'est l'entonnoir. Donc, l'entonnoir, c'est étape numéro 1. Commence par un contexte large, fonctionnel. Ici, en fait, tu commences par dire à l'IA, tu lui donnes du contexte. Alors, tu lui dis surtout ne code rien, ne me génère pas de code, juste écoute-moi, quoi. Tu vois, prends en compte mon prompt, prends en compte ce que je vais te dire. Exemple, tu peux donner un contexte fonctionnel du type, en ce moment, je travaille sur un SaaS révolutionnaire qui s'appelle supersas.ai. Le but, c'est d'aider les développeurs à trouver des missions grâce à l'AI et ma cible, c'est des développeurs juniors qui n'arrivent pas à trouver de job. Il y aura un modèle freemium, monthly, yearly, blablabla. Donc là, tu donnes du contexte fonctionnel. Tu lui demandes pas de faire quoi que ce soit. Ensuite, deuxième étape de l'entonnoir, tu vas passer dans un contexte technique large. C'est-à-dire que là, on va pas rentrer dans des détails techniques fins, mais tu vas quand même donner du contexte fonctionnel. Typiquement, je développe mon SaaS avec Next 15, React 19, ChatCN, Nexthost, Prisma, enfin peu importe. Donc tu donnes vraiment du contexte sur ta stack technique. Tu lui dis, voilà, moi le projet il n'est pas développé en JavaScript, c'est du JavaScript plus TypeScript, donc je développe tout en TypeScript, donc génère-moi uniquement du TypeScript. Donc généralement elle est pas trop teubée, elle arrive généralement ça part directement sur du TypeScript. Ensuite tu peux donner du contexte, typiquement voilà, j'utilise les React Server Components et les serveurs actions, donc ne me créez pas des API route endpoint blablabla puisque maintenant on utilise les serveurs actions. Bref, tu valides comme ça, tu lui donnes du contexte pour ta stack technique. Troisième étape de l'entonnoir, tu lui fais valider un plan d'exécution. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas vas-y, génère-moi ce que tu as envie de me générer, c'est tu lui dis peux-tu lister les choix techniques possibles et les inconvénients et les avantages avant de directement appliquer les choses, tu vois. En gros, peux-tu me faire un résumé avant de coder? Et à partir de là, l'IA aura tout le contexte nécessaire pour démarrer correctement. Ça veut dire que une fois qu'elle a le contexte fonctionnel, le contexte technique et que tu lui as donné ton plan d'exécution et le formalisme, comment tu voulais voir les choses, là, tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc la quatrième étape de cet entonnoir, ça va être les instructions de développement. C'est quoi les instructions de développement? Alors moi, ce que j'aime faire, j'aime bien partir de la modélisation. Ça, c'est le point de départ que je donne à l'IA. Et tu vas comprendre que c'est très puissant de partir de la modélisation. Je m'explique tout de suite. Déjà, première chose, tu vas pas me dire modélise-moi toute mon appli, c'est une grosse connerie. Tu vas commencer par découper par petits modules technico-fonctionnels. Ça veut dire quoi? Petite feature, petit scope. Je vais donner un exemple concret. Allez, un formulaire, une page d'account, un compte de gestion de compte par exemple. Tu vas partir sur la feature, c'est la gestion du compte, le scope, uniquement la modélisation. Évite d'avoir la modélisation, les écrans, le machin, le ceci, le cela. Tu vois, tu pars d'un petit scope fonctionnel, gestion du compte, le scope technique, modélisation. À partir de là, tu vas pouvoir modéliser par exemple la gestion du compte. Je vais lui dire propose-moi une modélisation pour un compte utilisateur par exemple. Alors là, c'est hyper important et j'ai envie de te dire même, prends ton temps sur cette étape-là, puisque plus tu vas prendre ton temps sur une bonne modélisation, plus tu auras des bons types TypeScript, plus le code que tu vas générer par la suite, les tests, etc., les écrans, etc., ils vont s'emboîter pile poil comme des Lego. Donc prends ton temps, modélise bien, itère sur cette phase de modélisation pour avoir un modèle qui correspondent au mieux à ce que tu veux. Alors bien sûr, il pourra toujours évoluer, mais plus tu seras carré dès le départ, plus ça sera simple par la suite. Ensuite, étape numéro 5 du tunnel, une fois que tu as des bons types TypeScript, tu vas pouvoir développer par exemple tes écrans.
Alors, tu peux développer d'autres couches de ton application, mais par exemple, tu peux développer tes écrans à partir de ta modélisation. Une fois que tu as des bons types pour ta modélisation, eh bien, par exemple, tu peux aller dans V0 ou une autre IA et tu peux lui redonner le contexte, parce que le contexte, c'est bien de l'avoir de côté, puis tu lui donnes, si tu switches entre ChatGPT, Claude, etc., tu lui redonnes le contexte à V0 par exemple, et tu peux lui dire bah voilà, tu peux lui donner du code, du type bah voilà un peu mon code, voilà, tu peux lui donner des screenshots, tu peux lui donner du code représentant un peu ton style qu'il y a sur ton site, tu peux lui donner une maquette Figma, tu peux lui donner, enfin tu lui donnes un peu des choses liées au design, et ensuite tu lui donnes tes types. C'est-à-dire une fois que V0 par exemple va savoir ce que tu veux comme design plus les types, plus une feature bien isolée, et bien là boum, ça va te générer rapidement des écrans qui vont en plus s'emboîter parfaitement. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois que tu as les écrans qui vont être générés, tu vas les ajouter dans ton projet avec ChatCN, tu vas lancer la commande, tu vas les récupérer. Il va te générer des fichiers types parce que tu lui auras donné un type, tu n'auras plus qu'à le supprimer et ça va s'interconnecter de manière quasi parfaite avec en fait ton projet si tu as bien défini les types et une bonne modélisation. Une fois que tu as fait les couches bases, j'ai envie de dire la modélisation et la couche du haut, les écrans, les choses comme ça, eh bien, t'as plus qu'à rejoindre les deux bouts. En gros, tu vas lui demander de développer la logique, les tests, etc. Et en fait, une fois que t'as les écrans et tout ça, eh bien, l'IA, elle va se dire, bah voilà, c'est facile, j'ai des écrans, ils sont de tel type, j'ai une modélisation, elle est de tel type, eh bien, du coup, je vais pouvoir, elle va s'y retrouver relativement facilement parce que les types sont bien nommés et généralement, quand tu donnes des bons types à une IA, eh bien, elle arrive facilement à s'y retrouver. Donc voilà un petit peu le workflow que j'utilise et que je te recommande. Mais je te recommande d'avoir quelque chose en plus. Moi, la petite cerise sur le gâteau, le bonus vraiment qui fait énormément de différence, c'est que en fait, j'ai ma propre architecture et mes propres design patterns validés. Donc ça, c'est ce que je te recommande de faire. Il y a beaucoup de développeurs qui développent des features et puis après, ça marche par là. Ils ont fait un login par-ci, un login par-là. L'IA a généré ce que ça voulait par-ci et par-là. Et puis, il y a un tout qui fonctionne et c'est le tout, il n'est pas homogène. L'idée, moi, ce que je te recommande, c'est d'avoir un modèle validé par toi-même. Ça veut dire que tu vas prendre le temps avec l'IA de réfléchir à la meilleure conception possible selon toi. Après, chacun a sa vision. Il y en a qui vont dire, bah voilà, moi j'utilise les serveurs actions avec Next Safe Action. Il y en a d'autres qui vont dire, mais non, mais moi je les valide dans ma couche service, dans la couche validation, donc je vais ailleurs. Bref, l'idée c'est de se dire, en fait, tu vas essayer de passer du temps sur la meilleure architecture, les meilleurs design patterns possibles, la meilleure manière selon toi de fonctionner. Et une fois que tu as ça sur une feature, enfin sur un domaine transverse, soit la gestion des comptes ou des choses comme ça, eh bien, une fois que tu as ça et que tu as quelque chose de carré, quelque chose de validé selon toi, tu dis bah voilà, là j'ai mes tests, là j'ai mon repository, mon modèle, mon service, ma validation, mes machins, voilà comment je vois une application propre selon ma validation. Eh bien avec ça, eh bien t'as plus qu'à donner ça à l'IA comme base de départ pour coder la suite. Moi, je veux dire, c'est quelque chose que je fais tout le temps maintenant. Je veux dire, dans mes architectures, j'ai une architecture qui est un petit peu tout le temps la même. Et parce qu'elle a été validée, elle a été pensée, j'ai réitéré dessus. J'ai travaillé avec l'IA pour avoir une architecture qui est un petit peu toujours la même. Et Next, React Server Component, Server Action, Data Access Layer, DTO, machin, qui appelle la couche métier, autorisation, validation, enfin tous ces trucs-là, les repositories. Bref, j'ai vraiment une architecture qui est l'architecture comme je la vois, comme je l'ai validée, qui a été pensée, qui a été vraiment analysée aux petits oignons. Et bien maintenant, en fait, je donne cette architecture dans Cursor, par exemple, grâce au composeur. Je ne sais pas si tu connais Cursor. J'ajoute toutes ces choses-là au composeur. Et en fait, eh bien, en se basant sur ça, eh bien, par exemple, je vais lui donner le modèle user et je vais lui dire à Cursor, base-toi sur le modèle user pour créer le modèle account. Base-toi sur le repository user pour créer le repository, je sais pas quoi. Base-toi sur le service Intel pour créer le service Intel. Base-toi sur le test Intel pour créer le test Intel. Et en fait, comme ça, eh bien, l'IA va vraiment réussir à te générer quasiment
toutes les nouveautés de domaine fonctionnel hyper rapidement parce qu'elle sait sur quoi elle sait sur quoi se baser. Elle a déjà une idée de comment tu codes, de comment tu architectures tes fichiers, de comment tu génères tes tests. Alors, pour ça que la base est importante, d'avoir une base bien réfléchie, bien analysée, bien pensée. Mais une fois que tu as une bonne base comme ça, tu ajoutes ça à Cursor et en fait, Cursor va pouvoir te générer des choses hyper rapidement. Je veux dire, maintenant, quand je veux développer une nouvelle feature sur un nouveau sujet, j'utilise ça, mais en une demi-journée, je fais le taf d'un développeur où il aurait fallu 2 ou 3 jours. Hein. Je veux dire, c'est radical. Je vais hyper rapidement avec cette technique. Et surtout, il s'en mêle pas les pinceaux. Je veux dire, une fois que tu arrives à bien modéliser, eh bien, une fois que tu lui fournis une bonne base de départ, eh bien, il a de moins en moins de chances de s'en mêler les pinceaux. Allez, je te rajouterai une petite technique que je pense que tu dois faire et il vaut mieux que tu la fasses, c'est fais des commits fréquemment. Fais des petits commits fréquemment. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu atteins un point, même si c'est pas parfait, attends pas la perfection, mais que à partir du moment où tu as un point qui est considéré stable, tu commits. Pourquoi? Parce que sinon tu peux arriver à un état stable, réitérer le temps de peaufiner et l'IA peut tout détruire. Et après, bah, tu repars de zéro ou alors tu vas reprompter pour essayer de la remettre dans le droit chemin. Et généralement, tu n'arrives jamais à repartir dans le droit chemin parce que l'IA itère sur des trucs pourris qu'il y avait avant. Donc, je te conseille de faire des petits commits fréquents. Ça, c'est une règle générale. C'est pas lié à l'IA. C'est quand même important. Et pourquoi? Parce que si l'IA part en sucette, à tout moment, tu revertes et tu lui dis à l'IA, stop, oublie ce qu'on faisait. On repart sur quelque chose de nouveau. Limite, tu recrées un composeur, tu dis oublie tout ce qu'on a fait. Tu revertes, tu repars de ta dernière base stable et tu dis bon, let's go. On y va, on va développer ça, etc., etc. Donc ça, c'est un conseil que je te recommande vivement. Donc voilà un petit peu le workflow que j'utilise et depuis que j'utilise ça, et ben en fait, ma productivité a vraiment explosé. Allez, je terminerai avec le petit bonus comme je t'ai prévu sur Cursor. Eh bien, premières astuces moi par rapport à Cursor, c'est de bien utiliser, de bien faire attention entre le chat et le composeur. Des fois, on parle un peu dans le chat avec le composeur, on pense que c'est la même chose. Non, discute bien dans le chat, voire discute à ChatGPT ou une autre IA. Et le composeur, vraiment, tu le gardes uniquement pour ton code, ta feature active, j'ai envie de dire. Ensuite, n'hésite pas à ton composeur, s'il devient trop grand, il y a trop de choses dedans, trop de contexte, il peut perdre les pinceaux. Donc, n'hésite pas à recréer des nouveaux contextes frais, neufs, nouveaux composeurs avec 2-3 petits fichiers, exemples que tu as besoin pour repartir sur un truc frais et propre et voilà. Au lieu de rester avec un gros contexte, on se dit ouais, plus il va me connaître, plus il va mieux générer du code. Non, parfois ça l'embrouille. Il vaut mieux revenir sur des composeurs plus légers et repartir de zéro. Ensuite, petit conseil, je sais pas si tu as vu les annotations, le arrobase, tu peux faire arrobase et là tu peux lui rajouter des contextes assez intéressants. Tu as tout ce qui est les files, les folders, du code, tu peux même filer des docs. Alors il a accès à une base de données par rapport à son dataset, j'imagine assez récente ou pas des docs, mais si tu as une doc plus à jour, plus récente, etc., eh bien tu peux lui spécifier, tu peux lui mettre l'URL de la doc et lui en lui rajoutant l'annotation @doc, sélectionnant la doc, il va pouvoir tu peux lui dire bah régénère je sais pas telle portion de code mais en utilisant la nouvelle version next machin puisque ça a changé je sais pas l'appel au header est maintenant asynchrone donc il faut mettre await machin, il va dire ah oui la doc est à jour, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Tu peux le connecter aussi connecté à Git et là tu peux lui dire par exemple eh bien bah vas-y analyse-moi tel commit là il y a 3 semaines, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait. Il va être capable de relire tes commits et de le synthétiser, etc. Bref, il y a tout un tas de choses. Il peut voir les erreurs, il peut voir tu peux lui donner toute la code base, etc. Et petite chose intéressante aussi, tu as un petit bouton sur lorsque tu commits. Alors moi généralement je mets mon commentaire en ligne de commande, mais le petit bouton IA là va te faire une synthèse de ton code dans le commit et il va te mettre un commit qui est un petit peu plus propre que fixe numéro 2 de je sais pas trop quoi. Et si tu veux optimiser ces commits, tu peux aussi éditer un fichier qui s'appelle Cursor Rules et dedans tu peux lui donner des instructions, par exemple, fais des commits plutôt courts en mettant un emoji au début ou des choses comme ça ou pas, machin. Donc voilà, un petit peu pour mes conseils, comment je code en ce moment avec l'IA. Alors ça évolue vite.
Dans 6 mois, ça sera peut-être plus à jour. J'utiliserai peut-être autre chose ou pas. On verra. Enfin, en tout cas, en ce moment, c'est mon best, ma meilleure config, mon meilleur workflow assez, qui me rend vraiment productif. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises des techniques particulières. Je suis toujours preneur de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et si tu veux recevoir cet entonnoir, ce modèle d'entonnoir, je peux te l'envoyer par email. C'est dans le kit du succès développeur que tu retrouveras dans le premier lien dans la description. Sur ce, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine.